Bienvenue à toutes et à tous à cette 18e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg et à ce point d'orgue de notre premier week-end, la masterclass de notre invité d'honneur. Comme vous le savez, Alexandre Aja a accepté notre invitation pour être invité d'honneur. On lui a remis un prix d'honneur pour sa contribution au cinéma de genre vendredi lors de l'ouverture. Il y a une rétrospective avec 6 de ses films qui sont projetés pendant tout le festival. Il a une carte blanche mardi soir aussi. On en a déjà parlé. Et évidemment, quand on a la chance d'avoir un maître de l'horreur comme ça avec nous, on a envie de lui poser des questions, d'avoir des secrets de fabrication, de connaître un petit peu la genèse de ses films et puis comment il travaille et puis qu'il nous parle de cinéma, de sa passion du cinéma. Il est tombé dedans quand il était petit, mais ça, je vais laisser Caroline Vier vous en parler avec lui, converser avec Alexandre. En tout cas, je vous demande de les accueillir chaleureusement. Alexandre Aja et Caroline Vier. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, toi tu es un grand cinéphile, ça t'est venu comment ça? Je crois que tu as de la famille dans le cinéma, déjà que ça a été un début. Alors, je ne sais pas si exactement la cinéphilie vient de ça. Justement, Alors, c'était la question. Voilà, exactement, parce que j'ai en effet eu la chance, le privilège de naître dans une famille de cinéma. Alors pour les gens qui ne le savent pas, voilà, tu peux mon le dire. père est réalisateur. Il a commencé à faire des films à ma naissance en 78 et il a eu beaucoup de succès au début des années 80. Donc j'ai vraiment eu cette chance de voir les plateaux, de vivre sur les plateaux, de voir toutes les étapes, l'écriture, la genèse d'un film. J'ai vu sa persévérance, comment on tient une équipe, comment on ne laisse jamais, l'adversité prendre le pas sur l'artistique. Mais la cinéphilie, ça ne vient pas nécessairement de là, en fait. J'ai aussi de l'autre côté, ma maman qui était critique de cinéma. Donc on lui dit bonjour au voilà. passage. Voilà, donc ça aide aussi. Là, il y a un peu plus de cinéphilie. Alors là, ça vient un petit peu, on va beaucoup au cinéma très tôt. J'ai la chance de voir des films qui ne sont pas du tout, normalement, pour moi, très vite. Mais c'est un avantage, ça forme une cinéphilie, ça forme un imaginaire. Mais la cinéphilie, je pense qu'elle naît presque avant de voir les films. C'est-à-dire, je me souviens, le petit, dans les années 80, le magazine Première avait des fiches sur tous les films qui sortaient. Au milieu, il y avait une sorte de fascicule avec 4 ou 8 petites affichettes avec le résumé et la fiche technique des films. Et je les collectionnais comme ça avec un élastique. Et ça a été vraiment ça, plus le temps passé dans les vidéoclubs à regarder les murs de jaquettes où on rêve les films avant de les voir, où on les fantasme, où on imagine, où on regarde les résumés, on se dit ça fait un peu peur, ça va être bien, ça va être génial. Il y a plein d'éléments comme ça, donc c'est vraiment là où commence, en tout cas pour moi, cet amour du cinéma. Mais le côté cinéphage, c'est-à-dire vraiment voir, dévorer et regarder tout ce qui me passe sous la main, ça va vraiment commencer quand je vais rencontrer Greg Levasseur, qui est pas simplement mon meilleur ami, mais on se rencontre en 6e, et c'est vrai qu'on a une connexion immédiate sur le cinéma et sur plein d'autres choses. Et on va passer toute notre adolescence à écumer les vidéoclubs, à regarder tout ce qu'on peut trouver, à écrire des scénarios et à essayer de les améliorer. Et voilà, donc c'est comme ça que tout va débuter. Mais est-ce que le fait d'avoir beaucoup fréquenté de tournage, justement, ça t'a donné un rapport à la cinéphilie différent, puisque tu savais comment les choses étaient faites? Alors, oui, j'avais en plus de ça, mon père faisait des films qui étaient plutôt des polars. Oui, donc c'est Alexandre Arcadi, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, il y avait dans le polar, il y avait pas mal de morts, de sang, d'action. Donc, c'était pas nécessairement ce qu'on attend du cinéma français. Mais donc, il y avait une autre image que je pouvais trouver sur les tournages. Donc, oui, je savais comment ça se passait. Mais en même temps,
ça n'a jamais... mais même aujourd'hui, je sais toujours comment ça se passe et je continue à être un spectateur avant d'être un réalisateur. C'est-à-dire que je regarde un film, je continue à avoir peur. On en parlait l'autre jour, tu me disais que toi, tu n'avais plus peur. Moi, je continue à avoir peur. Je continue à avoir vraiment les mêmes sensations, même si je sais exactement comment ça se passe. Mais il y a un truc comme ça qui reste magique, où quand une histoire est bonne, l'immersion est bonne et on oublie en fait tout ce qu'on sait. Est-ce que ça fonctionne avec les tiens aussi, là, par exemple, on va revoir tout à l'heure Haute Tension, que tu n'as peut-être pas revu depuis des années. Est-ce que tu crois que tu peux maintenant oublier que c'est ton film et avoir peur aussi? Alors, je regarde pas mes films pour des raisons... non pas parce que ça fait trop peur, c'est pas ça. Non, mais je regarde pas mes films parce que c'est... Et je suis pas le seul, hein, on est beaucoup de réalisateurs comme ça. C'est-à-dire qu'on passe tellement de temps à les faire, on les voit tellement pendant une période donnée. Quand on dit tellement, hein, c'est vraiment des centaines de fois, que c'est pas qu'on s'en lasse, mais c'est que finalement on les connaît vraiment de l'intérieur, et en fait on ne termine jamais l'expérience. C'est-à-dire que quand on regarde un film, on se dit toujours « Ah, j'aurais dû faire ça, tiens, il faudrait que je coupe ça, ça il faudrait peut-être changer, ça il faut améliorer ». Et donc c'est un petit peu je dirais pas une torture, le mot est un peu fort, mais c'est difficile de revoir en fait ce qu'on a fait, parce qu'on a toujours envie d'aller plus loin et d'améliorer son travail. Ceci étant dit, hier, j'ai dérogé à la règle et je suis allé voir Piranha en 3D, que je n'avais pas vu depuis 2010. Et voilà, c'était assez intéressant, parce qu'évidemment, j'ai vu tout ce qui n'allait pas, mais en même temps, ça faisait tellement longtemps que je ne me suis pas forcément senti responsable. Donc voilà, ça a été un peu une sorte d'expérience entre les deux. Alors, Haute Tension, j'ai dû, parce qu'on a refait un master de l'image, donc j'ai dû le revoir beaucoup il y a 2 ans, je crois, maintenant. Donc non, je ne le reverrai pas. C'est difficile. C'est toujours quelque chose de... À la fois, on est curieux et à la fois, on a envie. Et puis dès qu'il y a un public, on se dit « Ah là, ça ressort encore plus ce qui ne va pas ou ce qui va ». Parce qu'il y a aussi évidemment des choses très positives. Hein, quand je suis dans une salle et que je vois, même des années après, toute une salle sursauter au même moment, ou vraiment apprécier le film ou partager l'expérience avec plaisir, bah évidemment, c'est gratifiant. D'où est venue cette passion pour le genre, en fait? Ça a commencé comment Alors, je pense que ça vient vraiment des angoisses de l'enfance, en fait, de cauchemars, de peurs. J'avais je faisais des cauchemars assez forts, assez comment dire, pas traumatisants. Tous les cauchemars sont traumatisants pour des enfants, mais il y avait vraiment quelque chose qui m'est resté. En fait, c'est aussi les images qu'on voit très tôt, et qu'on n'interprète pas ou qu'on ne nous explique pas. Alors pour moi, ça a été un classique, La sorcière de Blanche-Neige, la bibliothécaire de Ghostbusters. Il y a quelques images comme ça, évidemment les nazis qui fondent dans Indiana Jones, et puis évidemment une expérience un peu, un accident où j'ai loué un peu par accident très tôt Shining au vidéoclub. Et 8 ans, non? Voilà, non, mais ma sœur était pas née, donc c'était 7 ans, je pense. Hein, c'était quand même. Ouais. Et c'était... Je me souviens de mettre la cassette, de comprendre très vite que c'est pas Superman 2, et voilà, et de pas pouvoir arrêter le film, en fait, de pas pouvoir. Et c'est vraiment resté longtemps. Et pourtant, j'ai pas regardé beaucoup parce que j'ai finalement réussi à arrêter. Mais il y avait quelque chose entre la musique, ce plan aérien au début, cette atmosphère, Nicholson doublé par Trintignant, exceptionnel, qui parle de cannibalisme dans la voiture. Tout ça faisait qu'il y avait dans ce film quelque chose d'hypnotisant et à la fois évidemment traumatisant. Est-ce que tu penses que cette expérience t'a nourri, même si jeune, pour avoir envie de faire peur aux gens après? Complètement, parce qu'en fait je me suis rendu compte avec ce film-là et puis d'autres
que cette peur, elle était là et que je pouvais pas forcément la contenir. Et donc, il fallait que je la raconte. Et je me suis mis à raconter beaucoup d'histoires qui font peur à l'école, à mes amis. Et puis, surtout, dès que je rencontrais un adulte, je demandais de me raconter les films d'horreur qu'ils avaient vus. Donc, il y avait quelque chose comme ça de la transmission où je me faisais les films qu'ils me racontaient voilà, avant de les voir. Et quand tu les as vus, ça t'a fait... Ah, Est-ce que le récit correspondait à ce que tu as pu voir après? Oui, alors bien sûr, il y en a qui m'ont pas déçu, hein, que ce soit Psychose ou Massacre à la tronçonneuse, ou bon bref, je vais pas rentrer dans tous les classiques. Et il y en a que j'ai jamais retrouvé en fait, des histoires comme ça qu'on m'a racontées où j'ai cherché, j'ai jamais trouvé quel film et la personne j'ai jamais revu, donc voilà. Mais il y avait cette imagination en fait, et c'est vrai que ce qu'on imagine et ce qu'on voit, quand c'est pas des images qu'on maîtrise, ça n'a pas le même poids. Et c'est ça aussi le travail de réalisateur, c'est de subvertir en fait les attentes du spectateur et d'amener des images que personne n'avait anticipées jusqu'à ce qu'elle les découvre pour la première fois. Si tu devais citer un film qui t'a marqué, un seul, je sais que c'est pratiquement impossible, mais Alors, ne réfléchis pas il y en trop. a beaucoup, et donc évidemment, on vient de le dire, mon Shining, ça a été vraiment le film, mais Celui dont tu t'es dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. alors, c'est compliqué parce que je voulais pas forcément, évidemment, comme tous les enfants où on dit je vais pas faire comme papa, j'avais pas forcément envie de faire des films, j'avais vraiment envie d'écrire. Et plus des livres, donc c'est plus la lecture des premiers Stephen King que j'ai découverts qui m'ont vraiment dit c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux. Et puis très vite, on se rend compte qu'écrire des scénarios, bah, c'est plus simple et que c'est extrêmement, comment dire, ça procure énormément de sensations d'imaginer une histoire, de l'écrire, de la voir se monter comme ça sous forme de scénario. Et puis de scénario en court-métrage, bah, c'est devenu une évidence que l'image était finalement ce dont je rêvais. Et tu t'es vraiment totalement éloigné du type de cinéma de ton père, mais le seul point commun que je vois dans vos filmographies respectives, c'est que vous faites des films qu'on n'attendait pas en France, en fait. Bah, oui, peut-être, mais en même temps, c'est-à-dire que j'ai très vite voulu, je rêvais de science-fiction. Furia, des Voilà, Furia. je rêvais d'un cinéma qui était un cinéma un peu à l'image des livres que je lisais et que j'aimais. Et quand j'ai fait mon premier film qui était Furia, ça a été un échec absolu. C'est-à-dire qu'on a fait le premier jour 200 entrées, ce qui est à peu près la salle. Ça, c'était sur la France. Bref, une catastrophe. Et j'ai compris en fait que c'était très compliqué de faire ce type de cinéma. Alors, le film n'était pas forcément réussi, c'est pas le problème. Mais voilà, il a fallu 4 ans pour réussir à faire Haute Tension derrière. Haute Tension a marché, mais n'a pas non plus été un carton. Voilà, donc j'ai compris que finalement en France, on n'attendait pas nécessairement ce type de film, mais que c'était pas non plus nécessairement l'endroit pour les faire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir partir. Et En même temps, avec Haute Tension, tu es conscient d'avoir quand même ouvert la porte à des tas d'autres gens français qui ont fait des films de genre, des films gore, des films d'horreur. Oui, oui. Bah, en fait, ça a été, c'était pas un accident, mais Haute Tension était une lettre d'amour au cinéma de genre, était vraiment tout ce qu'on avait aimé, vu, qu'on a essayé de remettre dans une histoire très simple avec Greg. Et puis on l'a fait vraiment avec notre cœur, avec notre passion. Ce qui fait que ça n'a pas vieilli, à mon sens. Ça, c'est mon opinion et je la partage. On verra. Vous verrez. Voilà, mais ça a été, voilà, on l'a fait, on n'avait aucune idée si ça allait marcher, si ça allait sortir, si on allait réussir. La fabrication du film a été très compliquée, elle a failli s'arrêter à plusieurs reprises. Et finalement, une fois que le film a été terminé, après coup, on s'est rendu compte qu'on avait découvert une sorte de modèle de production un peu nouveau. C'est-à-dire que jusque-là, une des raisons pour lesquelles le cinéma de genre était très compliqué à faire en France, c'est qu'il fallait, pour financer un film, avoir des préachats de chaînes de télévision.
les chaînes hertziennes, France Télé, TF1, etc., M6, et puis Canal+, voilà. Bon. Donc il fallait avoir ces chaînes-là, sinon il n'y avait pas d'argent. Et pour avoir ces chaînes-là, il fallait pouvoir être diffusé en prime time. Et les films de genre, évidemment, interdits aux moins de 12, aux moins de 16, c'est pas du tout pour le prime time. Donc on ne pouvait pas rentrer dans le financement habituel. Avec Haute Tension, on s'est rendu compte que finalement, ce manque à gagner de par l'interdiction moins de 12-16 ans était amorti par les ventes internationales qui marchaient très très bien sur ce type de film, parce que la peur n'a pas de langage et voyage très bien, et que ces films d'horreur, Haute Tension, le premier, a été distribué dans le monde entier et a marché mieux qu'en France peut-être, dans beaucoup de pays. Tu es un grand cinéphile, tu as fait des remakes. Ça, c'est pas vraiment un remake, mais enfin, c'est très inspiré, effectivement, du Piranha original. Est-ce que ça correspondait à un rêve pour toi de reprendre à ta sauce, entre guillemets, des films que tu avais vus et aimés? Ou est-ce que c'est un pur hasard? Alors, oui, c'est un pur hasard, et en même temps, c'était assez évident parce qu'Haute Tension était déjà en fait dans cette, même si Haute Tension n'est pas un remake, mais il y a évidemment beaucoup de maniaques, Maniaque que tu as produit après. Voilà. Et on a été jusqu'à mettre le même graffiti sur la porte dans les toilettes à l'intérieur. Bref. Donc il y avait une envie comme ça de revenir à un cinéma qui était un cinéma plus des années 70 américain, qui était un peu plus brutal et un peu plus... Au moment où on commence à faire Haute Tension et puis La colline à des yeux derrière, c'est un moment aussi où le cinéma de genre a pris une tournure fin des années 90, où on est beaucoup dans la parodie, on est beaucoup dans quelque chose qui est... Alors, Piranha est un mauvais exemple parce que c'est une comédie gore, donc ça n'a rien à voir, mais il y avait comme ça cette envie, et pas que de moi, hein, de plein de réalisateurs qui ont commencé en même temps, à travers le monde et aux États-Unis aussi, de revenir à quelque chose qui était vraiment terrifiant. Et le remake n'a jamais été une fin en soi, mais quand on a rencontré Wes Craven, quelques mois après la présentation de Haute Tension au Festival de Toronto, et qui nous a dit, bon, est-ce que vous connaissez La colline des yeux? Et on lui dit, bah oui, on connaît bien. Et qui nous a dit, est-ce que vous voulez réfléchir à une manière de le réimaginer, de le refaire aujourd'hui? Et on a vu une opportunité en fait de continuer en fait ce qu'on avait commencé avec Haute Tension, d'aller là où Délivrance, Les Chiens de paille, aller Massacre à la tronçonneuse, et de faire un film justement en poussant ce survival et en s'émancipant en fait de l'original pour faire quelque chose d'assez différent. Comment ça s'est passé avec Wes Craven, justement? Avec Wes Craven, ça a été une sorte de grande aventure. C'est-à-dire que Wes Craven a toujours été un petit peu au centre de ma vie de cinéphile, parce qu'évidemment Freddy a été un des grands boogeymen de mon enfance. Mais aussi, il se trouve qu'on s'est rencontré avec Greg sur l'écran fantastique ou Mad Movie, je ne sais jamais lequel c'était à l'époque, où il y avait la couverture avec Shocker dessus, et c'est donc un film de Wes Craven qui on a commencé à parler de ce film-là ensemble. Des années plus tard, quand on fait Haute Tension s'arrête parce que le financement tombe à l'eau, parce qu'il y a eu un fait divers assez sordide à Paris où un jeune garçon a mis le masque de Scream et a poignardé sa petite amie. Et donc, encore une fois, même si je ne suis pas en train de dire c'est Wes Craven, mais il y avait évidemment un lien avec Wes Craven. Oh. Il y avait un lien avec Wes Craven aussi. Et puis, de le rencontrer, c'était évidemment à la fois un rêve, et puis c'est quelqu'un d'assez différent finalement quand on a commencé à échanger avec lui. Quelqu'un de très posé, très réfléchi. Et puis quelqu'un qui était, quelque part, on peut le dire parce que c'est plus vraiment un secret, qui était un petit peu amer par rapport au genre. Qui était quelqu'un qui aimait ça, mais qui était un peu arrivé là-dedans par accident et pas par volonté. Et finalement, qui aurait préféré, à mon avis, faire des films comme La musique du cœur avec Meryl Streep, qu'il a réalisé. Qui a été un échec, c'était terrible. Qui a été un échec, mais qui était vraiment plus, en fait, son cinéma. Et Wes a, je pense, beaucoup souffert d'être cantonné au cinéma d'horreur, même si
il l'a réinventé, hein, que ce soit évidemment Oui, mais il en avait clairement assez. Hein, la dernière maison sur la gauche, et puis Freddy, et puis Scream. À chaque fois, c'est des cycles qui l'initient, qui commencent. Donc, comment dire, la collaboration était compliquée parce qu'on est arrivé à un moment donné où il se posait des questions lui-même. Il allait produire un remake d'un de ses films, ce qui est quelque chose de très compliqué, d'un de ses films qu'il n'aimait pas. Parce que c'est il n'aimait plus, en tout cas. Enfin, ah non, non, il l'a vraiment, comment dire, il l'a fait des années après la dernière maison sur la gauche, parce qu'il avait des problèmes d'argent et que plus personne voulait lui laisser faire un film, parce que le film avait vraiment provoqué beaucoup de problèmes à sa sortie. Et La Colline a toujours été un film dont il n'était pas du tout satisfait. Et donc il savait qu'on avait une opportunité avec ce remake de rectifier le tir quelque part, de faire peut-être ensemble un meilleur film. Mais l'expérience a été un tout petit peu plus difficile que ce que j'imaginais. Il n'a pas toujours compris ce qu'on essayait de faire. Il y a eu comment dire, des confrontations assez fortes, dont une où j'étais en préparation du film. On tournait le film à Ouarzazate, dans le désert, dans le sud du Maroc. Et quelques semaines avant le début du tournage, il a envoyé une lettre où il m'a dit voilà les notes, maintenant on ne discute plus, c'est tout ça qu'il faut changer. Et il faut réécrire le script et partir, tout ça. Et c'est vrai que c'était des notes que je repoussais. Et j'ai continué à les repousser. Je lui ai répondu, je lui ai dit écoute, Wes, tu as raison, c'est le remake de ton film. Et le film est quasiment prêt, tu devrais venir et le faire. Et on ne s'est plus parlé pendant tout le tournage, parce qu'évidemment, il était, je pense, très vexé. Et je ne sais pas si j'aurais refait ça aujourd'hui, mais j'ai eu le sentiment à ce moment-là qu'il fallait protéger ce qu'on était en train de faire. Mais pas simplement pour moi, mais aussi pour nous tous. J'ai l'impression qu'on avait quelque chose, en tout cas moi en tant que spectateur, j'avais l'impression qu'on était en train de préparer le film que j'avais envie de voir. Et j'ai tenu bon. Ça a continué après la sortie du film, où Wes a détesté le premier montage, qui est quasiment le film tel qu'il est sorti. Et il y a eu des projections tests, où tout d'un coup les projections tests ont été des cartons énormes. Il a compris quelque part qu'il y avait un décalage en fait entre un blocage qu'il avait, la remake de son film. On en a parlé, hein, on est resté amis jusqu'à la fin de sa vie, et on a beaucoup parlé justement de ce changement où il y a un verrou qui a sauté à ce moment-là, où il a compris en fait que j'étais pas juste capricieux et que j'imposais pas une vision sur son film à lui, ce qui était son film à lui, c'est vrai. Mais je me souviens d'une première projection test comme ça. Le film est terminé, il est dans la salle à côté de moi, et il y a quelqu'un qui hurle au milieu de la foule qui était vraiment en train d'applaudir, Wes Craven is back. Et je pense que c'est ce moment-là où il s'est dit, mais en fait, oui, en fait, il y avait quelque chose qu'il a touché et qui a changé un peu les choses. Et on a essayé de faire une autre suite de La Colline ensemble, jusqu'à sa mort. Et toi, tu as déjà eu ce type de relation avec les réalisateurs dont tu as produit les films, que ce soit Maniac, que ce soit Pyramide Alors, oui, alors c'est très compliqué parce que quand on est réalisateur, producteur, c'est très difficile de rester à sa place. Évidemment, on a toujours une idée de comment on pourrait faire. Donc souvent, il faut faire un pas en arrière, se dire essayer de comprendre en fait, essayer de comprendre quelle est la vision, de se mettre moi à la place, parce qu'évidemment, Haute Tension, c'était il y avait Luc Besson qui était... Oui, j'allais y venir, mais je le gardais peut-être pas. Je le gardais pour la présentation du film, Luc Besson. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de réalisateurs-producteurs. Oui, puis de réalisateurs-producteurs qui avaient du caractère. Exactement. Non, mais Besson, que ce soit Besson, Sam Raimi, Wes Craven, voilà, il y a... Là, le dernier, c'était avec Sean Levy. Mais en même temps, c'est des avantages. Parce qu'on sait, quand on travaille avec des producteurs comme ça, que si on a un problème, s'il se passe quelque chose, quand on va leur expliquer dans quelle situation on est, ils vont comprendre. En tout cas, ils vont le comprendre peut-être mieux qu'un producteur.
on va dire, plus financiers ou plus, voilà, moins impliqués dans le processus artistique. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai que je me retiens souvent, voilà, de trop parler, de trop dire. J'essaye d'écouter au maximum. En fait, je me dis que en tant que producteur, le travail, c'est vraiment d'être là pour être sûr que la vision du réalisateur va être la meilleure possible et finalement de l'aider à trouver sa vision. Alors, on peut suggérer, on peut aider, mais j'essaye le moins possible d'imposer. Et quelle satisfaction ça t'apporte? Par exemple, je pense à Maniac que tu aurais très bien pu faire toi-même. Quelle satisfaction ça t'apporte de le faire par quelqu'un d'autre? Alors, Maniac, c'était un peu comment dire, c'était compliqué parce que j'avais l'impression, avec Haute Tension, d'avoir déjà fait une partie de ce film. Et quand William Lustig, qui est le réalisateur de l'original, m'a dit, écoute, franchement, ton message est passé quand j'ai vu Haute Tension, et si quelqu'un doit prendre la responsabilité de ce remake, il faut que ce soit toi. Évidemment, c'était difficile de résister. À ce moment-là, on préparait un autre projet, qui était un très très gros projet qui malheureusement ne s'est jamais fait. Et donc, pour moi, c'était plus simple de produire ce film plutôt que de le réaliser. C'est quelque chose d'important pour toi, le traitement du son. Après, on parlera. Oui, dans le genre, c'est tellement important. C'est la musique, le son, le bruitage, le mix, tout est. Il y a une musicalité en fait dans le genre où très vite, en fait, le travail du son, et je parle pour moi, mais je vais parler pour, à mon avis, tous mes confrères réalisateurs de ce type de film. En fait, très vite au montage, on trouve ces sons. C'est pas forcément les sound designers ou les monteurs son qui vont faire ce travail. C'est vraiment avec le monteur où on va aller chercher dans toutes les banques de données, dans toutes les bibliothèques et les sonothèques, on va trouver en fait des éléments qu'on va utiliser et rapidement en fait ça va faire partie de la musique du film. Et après, quand on arrive au mixage, évidemment, on nous propose des choses nouvelles, et c'est difficile des fois de les accepter. Il faut vraiment retrouver cette douleur, ce côté très physique, très organique que peut apporter le son. Alors, évidemment, dans le côté organique, il y a aussi les effets spéciaux. Est-ce qu'il est difficile de savoir quoi montrer et quoi ne pas montrer? Alors, j'ai l'impression que la question de ce qu'on montre, elle va toujours avec de quel point de vue on est. Moi, j'ai toujours essayé dans mes films d'être du côté en fait de créer une immersion pour les spectateurs et de me mettre dans la peau de mes personnages. Quand je fais Crawl, je suis vraiment avec le personnage. Tu n'es pas l'alligator. Ouais, parfois en fait. Mais bizarrement, c'est quand on se retrouve à faire le point de vue de l'alligator, c'était pas une évidence. J'avais commencé le film en me disant non, on va pas faire ça. Et puis finalement, c'est pour certaines scènes, ça monte sur le suspense. Mais c'est vrai que de se mettre d'un point de vue, ça dicte en fait ce qu'on va voir. Et je pars du principe que si la personne voit, je dois voir aussi en tant que spectateur. En revanche, si on reste sur le visage du personnage qui voit quelque chose de traumatisant qu'on ne me montre pas, je commence à réfléchir à pourquoi on ne me le montre pas. Donc finalement, je sors un peu de cette expérience. Alors après, ça peut être utilisé évidemment d'une manière vachement maligne où tout d'un coup, on ne va pas me le montrer et puis on me le montrera plus tard. Ça peut aussi bien marcher. En fait, ce qui est très excitant dans ce cinéma-là, c'est que on utilise une grammaire cinématographique qui est une grammaire qu'on réinvente à chaque fois, mais pas simplement selon les films, mais aussi selon l'époque. C'est-à-dire que on sent, c'est presque devenu une sorte de commentaires, c'est-à-dire les films à 24 étaient ce qu'on appelle le elevated horror, où il n'y a plus de jump scare, et puis finalement, aujourd'hui, on revient, même chez A24, au jump scare à l'ancienne. Donc il y a vraiment des cycles comme ça, et la raison pour laquelle ces cycles existent, c'est tout simplement parce que nous, spectateurs, on voit des films, on enregistre des mécanismes, on sait que la musique va
arriver à ce niveau-là. On sait que le contre-champ va nous montrer quelque chose. On anticipe des choses. En fait, on vient voir des films avec un bagage cinéphilique qui nous permet en fait de jouer avec les codes. Donc au réalisateur, de l'autre côté, évidemment, de jouer contre ces codes, d'à la fois satisfaire un petit peu le désir et l'attente du spectateur qui est en nous, mais aussi de le surprendre et de ne pas donner, en fait, James Wan l'a fait d'une manière magistrale en vraiment poussant à reculer le payoff, infiniment, c'est-à-dire vraiment chant contre chant, contre chant, contre chant, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, et finalement au moment où on dit bon bah ça n'arrivera plus, ça arrive, et c'est ça qui est toujours ce jeu assez amusant et ludique entre le spectateur et le réalisateur. Là, tu parles de nouveau de cinéphilie. Est-ce que pour toi, il est indispensable d'être cinéphile pour être cinéaste? Alors, je ne crois pas du tout. En fait, je pense même au contraire. J'ai l'impression que la cinéphilie peut être presque un problème parce que finalement, elle enferme le réalisateur dans une sorte d'approche postmoderne permanente. Alors, quand c'est Tarantino, c'est extraordinaire. Et souvent, c'est pas Tarantino, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de... C'est bien le problème, oui. Voilà, il y a donc, en fait, on voit des films qui sont des copier-coller d'autres films, et je pense que je ne déroge pas les règles, hein, je pense que j'ai fait ça aussi. Et j'en parlais justement il y a quelques jours avec Yann Kounen sur justement son film, où il me dit « Ouais, mais tu sais, moi, je regarde plus trop les films d'horreur et tout ça. » Mais je dis « Mais c'est mieux. » Parce que finalement, tu reviens à des vraies angoisses qui sont personnelles. Et finalement, il y a quelque chose de tellement universel dans la peur qui est propre à aucune culture, mais qui est propre à toutes les cultures, qui fait que si tu réussis à toucher cet élément, si tu réussis à rendre cette chose authentique et réelle, bah évidemment, tu vas être beaucoup plus efficace et tu vas être beaucoup plus terrifiant que quelqu'un qui va dire « Ah, mais j'adorais cette scène dans ce film-là, je vais la refaire exactement pareil. » Et là, tu disais tout à l'heure, il y a montrer ou ne pas montrer, mais il y a aussi montrer combien de temps. Comment tu décides, par exemple, sur tel ou tel effet? Alors, ça dépend des films, je suppose. Hein. Combien de temps tu vas montrer tel ou tel effet fantastique, gore, SFX, ce que tu veux? C'est vraiment comment dire, c'est à l'instinct, en fait. Il y a un côté cuisinier, en fait, où tu sais à quel moment ça va être trop salé. Il y a quelque chose. Après, ça dépend des goûts. Hein. Voilà. C'est vrai que. Et puis, on change aussi. Je veux dire, voilà, en regardant Piranha hier, je me suis rendu compte que j'aimais bien le sel, quoi. En vieillissant, tu manges moins salé? Exactement, voilà. Ce qui est assez classique, mais il y avait cet aspect-là où en fait on évolue aussi dans nos goûts, dans nos méthodes, de la manière. C'est vrai que je regarde certaines scènes de haute tension et de la colline, même si je les revois pas, mais je les ai bien en tête. Et je me dis, est-ce que je ferais exactement pareil aujourd'hui, ou est-ce que je ferais des choses légèrement différemment, non pas que je sois devenu prude ou conservateur. C'est normal. Non, mais il y a quelque part certains moments une autre forme pour montrer la violence ou pour montrer la cruauté. Quand tu fais tes films, ton but, c'est de faire peur, c'est de déranger, ou ça dépend des films? Alors, mon but, c'est de raconter vraiment une histoire. Et de raconter une histoire que j'aimerais voir moi en tant que spectateur. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est survival, tout ce qu'on appelle les situation thrillers. Qu'est-ce qui se passerait si? Est-ce que j'aurais le courage de descendre, confronter ce qui vient de rentrer dans la maison? Est-ce que je sauterais par la fenêtre? Est-ce que je me cacherais? C'est ces questions-là que je me pose, que j'ai envie de voir en fait à l'écran. Après, cette démarche-là, elle sous-entend une immersion. Et donc c'est cette immersion-là qui, pour moi, est la clé en fait. C'est de créer, de réussir à rester
avec nos personnages. Moi, j'ai envie, en tant que spectateur, de passer 1h30, 2 heures dans une salle obscure et d'oublier que j'étais assis dans un fauteuil et de sortir essoufflé, épuisé, avec l'impression d'avoir vécu quelque chose qui, heureusement, j'aurais pas l'occasion de vivre. Tu n'auras probablement pas de cornes. Voilà, exactement. Nous, on te le souhaite voilà, en tout cas. Exactement. En tout cas. Très souvent, tes personnages sont contraints dans un décor assez limité. C'est quelque chose dont tu as conscience Alors, oui, alors le décor, pour moi, l'unité de décor est une unité qui est assez intéressante parce qu'elle permet de travailler vraiment d'un point de vue de direction artistique. Et c'est vrai que je ne fais pas nécessairement du huis clos, à part Oxygène, mais je fais des films qui sont dans une sorte de huis clos un petit peu élargi. Que ce soit La colline à des yeux, le désert, Crawl, la maison, le quartier, l'intersection pendant cette tempête. C'est très limité. Voilà, haute tension, la nuit, cette nuit unique. C'est à chaque fois le grand magasin dans Mirrors. C'est à chaque fois des éléments qui sont des éléments qui me permettent de contrôler un univers. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important. J'adore tellement la direction artistique. Je trouve que c'est vraiment une des parties les plus excitantes de ce métier, de pouvoir créer un monde, créer un univers, créer des accessoires, créer des décors, pour que l'histoire soit d'autant plus importante. Alors, ce que je trouve aussi fascinant dans ton cinéma, c'est que très souvent, tu détournes des choses banales et que tu en fais quelque chose de terrifiant et de fantastique, comme justement l'alligator, comme le fait d'aller faire le spring break, et que d'un seul coup, devant ta caméra, le banal, l'ordinaire devient horrifique. C'est ça aussi, c'est la terreur domestique. En fait, il y a quelque chose quand c'est un élément qu'on connaît. Alors après, c'est plein de contradictions parce que peu d'entre nous ont des chances de trouver un alligator dans leur... Oui, mais on peut ressentir la morsure de l'alligator. C'est pas quelque chose. C'est pas comme d'être enlevé par les extraterrestres. Je pense qu'on s'imagine en fait la situation des gens qui habitent en Floride et qui, pendant un ouragan, vont se retrouver avec des alligators partout parce que c'est un fait. Il y a, je crois, un alligator pour 5 habitants dans tout le sud de l'Amérique. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et leur mode de vie fait qu'ils se baladent. Et qu'on en retrouve dans les piscines, on en retrouve devant les maisons, on en retrouve dans les maisons, il y a des attaques chaque année. Donc il y a vraiment quelque chose qui semble être réel, en fait, qui semble être possible. En fait, c'est un truc sur lequel je travaille souvent, c'est le côté un peu hyper réaliste. C'est-à-dire, par exemple, quand je fais Crawl, j'ai quasiment pas de référence de film, à part peut-être Cujo, qui est peut-être le seul film vraiment où je ressens une influence forte. Mais par contre, tout le film est basé sur toutes les images que j'ai pu voir d'ouragan et toutes les images que j'ai pu voir d'alligator ou d'attaque de crocodile ou de comportement de crocodile. Donc tout ce qu'il y a dans le film est basé sur des choses qui ont eu lieu ou qui peuvent avoir lieu ou qui sont basées sur du réel. Après, la chance, ou du moins la possibilité que toutes ces choses arrivent en même temps, c'est quasiment impossible. Mais c'est là où j'appelle ça cet hyper-réalisme, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'exagéré, mais qui est quand même basé sur quelque chose de probable. C'était important pour moi... D'envisageable, exactement. Dans Crawl, c'était important qu'on n'ait pas un alligator chef qui a un agenda, qui veut se venger. Il n'y a pas de crête blanche, il n'y a pas de voilà, ils ont leur comportement tel qu'ils devraient les avoir. Il n'y a pas ils sont pas... Oui, t'insistes pas souvent sur le méchant, d'ailleurs. Non, c'est pour ça, non, justement, ils ont ce comportement. Piranha, c'est autre chose, parce qu'on est vraiment dans un autre type de film. Mais c'était important, et c'était une vraie lutte avec le studio et avec les producteurs, parce qu'il y avait une envie, évidemment, l'anthropomorphisme était toujours tentant. Ce qui n'est pas le cas non plus dans Piranha. C'est absolument pas anthropomorphique. Ce qui les rend, eux, c'est le nombre qui les rend terrifiants. Donc on parlait on voyait Daniel Radcliffe. Là, tu as quand même tourné avec un nombre d'interprètes absolument hallucinant. Comment tu les attires dans tes rêves? Parce que tu as eu Daniel Radcliffe, mais on t'a eu aussi
Doc Brown, ça y est, Christopher Lloyd, tu as eu Mélanie Laurent, bon, plutôt Philippe ouais, Naon, enfin, Elijah Wood. Elijah Wood, absolument, Halle Berry, enfin voilà, j'en oublie obligatoirement. Alors j'ai même noté son nom, la petite jeune fille Kaya Scoledario, qui est vraiment épatante dans Crawl. Comment tu choisis, comment tu les attires, parce que tu les mets quand même à rude épreuve. Alors, ça dépend, chaque film est assez particulier. Sur Maniac, Elijah Wood était un énorme fan. Il est génial d'ailleurs, il fait une prestation tellement différente de celle de Joe. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment le genre et qui adore le genre et qui a produit énormément de films de genre. Et c'est vrai que quand on lui a apporté le projet, qu'on lui a dit tu voudrais jouer dans le remake de Maniac, sa première réaction c'est je suis l'opposé physiquement de Joe Spinell, qui était l'acteur du premier Maniac. Je vois pas comment. Et on lui dit non, mais attends, c'est mieux que ça. C'est-à-dire que tu es l'opposé et en même temps, on ne te verra quasiment pas parce que le film entier est dans ton point de vue. Donc on te verra dans quelques réflexions. Et là, ça a été le... Non pas parce qu'il n'avait pas envie de tourner, parce qu'il était là tout le temps. Et c'est lui qui tenait la caméra. Donc il a joué le jeu vraiment de ce point de vue. Mais, comment dire, il y avait quelque chose d'excitant, en fait, où on partage une envie. Quand je découvre le livre de Joe Hill, Horns, j'ai une évidence, j'ai l'impression que ce livre, j'aurais pu l'écrire. Il y a vraiment quelque chose où je retrouve tout ce que j'aime, l'humour, le mélange de genres, plein de choses. Et au même moment, quelques mois plus tard, Daniel Radcliffe a le même coup de foudre. Mais bizarrement, je ne vois pas Daniel dans le rôle. J'ai une autre image parce que je me projette. Et en fait, je ne veux pas me rendre compte à ce moment-là que je n'ai pas du tout l'âge du personnage. Je n'ai pas du tout 20 ans à ce moment-là. Et je pense au départ à des James Franco qui sont beaucoup trop vieux pour le rôle. Et finalement, quand je rencontre... trop diabolique à la base, à mon sens. Et je rencontre Daniel et je le vois me raconter son expérience du livre et je le vois parler et je me rends compte qu'en fait, c'est lui. C'est lui le personnage. Donc c'était une évidence. Et après, travailler avec des gens qui sont aussi doués, c'est toujours un privilège incroyable. Mais là, j'ai découvert, par exemple, j'ai découvert, pas là aujourd'hui, mais j'ai découvert il y a quelques mois, dans Horns, il y a la jeune actrice qui joue Juno Temple jeune, qui elle a 13 ans dans le film, mais qui est devenue, en fait... c'est Sabrina Carpenter. Ouais. Et donc c'était elle était formidable. C'est une super actrice et j'avais pas du tout en fait fait le lien qu'elle était devenue une des plus grandes stars aujourd'hui. Eh ben écoute, tu peux dire que tu l'as découverte, hein, ça mange pas de pain. Ouais, non, elle était déjà elle avait déjà une série télé en fait à l'époque. Et puis, mais c'est incroyable. Les acteurs, au départ, quand je commence. Il faut du temps. C'est quelque chose, en tant que réalisateur, où on n'apprend pas tout de suite à travailler avec les acteurs. C'est vraiment quelque chose qui met des films, de l'expérience pour trouver, en fait, s'adapter. Chaque acteur a une méthode différente. Chaque acteur a un fonctionnement qui ne va pas. Certains ont besoin qu'on leur explique, d'autres qu'on leur montre, d'autres qu'on ne leur dise rien. D'autres qu'on leur dise plus fort, moins fort. C'est vraiment... il faut trouver comme ça à chaque fois comment parler. Mais c'est ce travail avec les acteurs qui, avec le temps, est devenu presque ma partie du métier, celle que je préfère. Parce que souvent, quand même, ils sont mis à rude épreuve dans les films. Tu les tortures ou alors tu fais quand même très attention Alors oui, on fait toujours attention parce que là, évidemment, la sécurité sur les tournages, c'est très important parce que ça peut aller très vite. Et c'est vrai que quand on fait ce type de film, il y a une mise en abîme. C'est vrai que quand on fait Crawl, quand on fait Piranha, on est dans l'eau. Tout est vrai, sauf les piranhas, sauf l'alligator, sauf que ce qui se passe sur 1 ou 2 heures, on va tourner 10 jours. Donc pendant 10 jours, on va se retrouver à nager dans des bouillons de sang et dans des choses qui peuvent être dangereuses, avec des bateaux qui vont, qui viennent, ou être comme Kaya dans Crawl, dans l'eau pendant quasiment 30 jours. C'est difficile. Il faut le tenir. Mais cette mise en condition
par le tournage, quand on fait La colline à des yeux, on est dans le désert. Il fait 45 degrés, on est dans l'élément. Donc il y a vraiment quelque chose où j'ai l'impression que les acteurs peuvent s'appuyer sur un ressenti qui est presque une partie en fait, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils doivent interpréter. Et on voit que tu es beaucoup sur le tournage, que tu payes de ta personne. C'est important pour toi de participer physiquement? Alors oui, c'est important, non pas que j'ai envie de jouer nécessairement, mais j'ai l'impression que si une performance est juste à l'œil, elle le sera à travers la caméra. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, c'est un truc que j'ai découvert assez vite. Quand on regarde l'écran du retour vidéo de la caméra, parfois la lumière, le décor, le mouvement peut nous donner une impression que tout est parfait et nous faire un petit peu rater une performance qui pourrait être meilleure. En revanche, quand on est à côté de la caméra et qu'on regarde à l'œil les acteurs jouer, là, tout de suite, si on est convaincu, si on y croit, on sait que ce ne sera que mieux à travers la caméra. Donc c'est très important pour moi d'être toujours près des acteurs, d'être toujours près de la caméra et d'être le moins possible loin, isolé sous une tente à regarder un écran de retour Coppola vidéo. dans Coup de cœur, par exemple. Voilà. Les effets spéciaux dans tout ça, est-ce que ça aide à la performance des acteurs ou est-ce que parfois tu as l'impression que ça complique leur tâche? Alors c'est évidemment très difficile de jouer un film d'alligator quand il n'y a pas d'alligator. Ou piranha sans piranha, c'est très compliqué. Couverts de sang, ils ont des prothèses. Enfin, Alors ils ont, mais ce qui est le plus important, c'est l'interaction, c'est de créer des proxys. Par exemple, dans Piranha, on avait des plongeurs avec des gants Mappa verts qui pinçaient et qui attaquaient en fait et qui nous permettaient d'avoir cette simulation. Mais ça a l'air complètement, c'est drôle c'est absurde surtout. C'est absurde, mais c'est surtout quand on se retrouve à tester un film comme Crawl, sans aucun alligator, avec un cascadeur serbe en spandex vert entièrement, qui rampe comme ça vers le personnage, on a l'impression de voir quelque chose de totalement décalé. Ou quand on attaque Kaya avec une tête en polystyrène vert au bout d'un mât et qu'elle doit se défendre, c'est là où j'admire vraiment leur travail parce que ils y vont. Et ils y vont tellement que nous, au montage, quand on monte la scène avec la tête en polystyrène ou le cascadeur en spandex vert, on a l'impression qu'il y a un alligator. Sauf que, évidemment, quand on le montre à un public pour la première fois et que personne n'a été prévenu vraiment que ça allait être un petit peu ridicule, là, on se dit, oula, non, c'est pas encore un alligator. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, les effets, s'ils sont vraiment préparés, et si on prend le temps de donner aux acteurs de quoi jouer, à quoi s'accrocher, même une tête en polystyrène, même une éclaboussure pour un mouvement de queue. Voilà, ça aide. C'est très important. Et ça aide pour le film aussi. Je pense que le contraire de dire, voilà, là, t'imagines, t'as un alligator et puis tu tapes dans le vide. Et je vais prendre un café. Ça n'arrivera jamais, ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Et c'est le cas pour des films à moyen budget comme Crawl ou Piranha, mais aussi pour Jurassic World ou tout. Oui, bien sûr. Quand on regarde les behind the scenes, ils ont tous des T-Rex en carton au bout d'une perche qui attaquent. C'est la même chose. Oui, c'est très rigolo, parce qu'ils ne le cachent pas d'ailleurs. Ouais. Je pensais aussi à Oxygène, où là, vraiment, c'est très minimaliste ce que tu donnes à mes amis Laurent. Ça devait être quand même un petit peu compliqué, puisqu'elle est enfermée donc, dans un cube, enfin dans un, je crois qu'on appelle ça un pod, pendant tout le film. C'était un peu un challenge. Ce film a été une sorte de... C'est très bien d'ailleurs. Ouais, non, mais comment dire... le film qu'on préparait différemment, que je devais produire, qui devait être réalisé par un autre réalisateur, qui devait se faire en anglais, tout d'un coup, à cause du Covid, s'est retrouvé à se faire en France, en français, je l'ai réalisé. Et il y avait une sorte de plusieurs niveaux de lecture par rapport à ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là. Mais elle s'en était pas rendue compte. Je l'ai prévenue. Je lui ai dit, attention Mélanie, tu te rends compte, tu vas passer 20 jours allongée dans cette boîte. Elle dit, non, mais ça va, c'est bon, je lirai entre les prises. Et ça a été physiquement extrêmement
pesant pour elle, éprouvant. C'était vraiment une torture. Mais elle l'a fait formidablement bien. Et dans ces cas-là, tu te sens parfois un peu coupable de maltraiter Oui, les gens, alors- ou est-ce que tu te dis, bon, après tout, c'est Non, que- ben, on le fait ensemble, donc c'est évidemment, je suis là, j'essaye de partager, de rendre l'expérience la moins difficile possible, mais c'est difficile. C'est difficile de rester dans l'eau 12 heures par jour pendant 30 jours, c'est difficile d'être dans le désert et de devoir jouer des pages et des pages de dialogue alors qu'il fait une chaleur, voilà, tout ça est compliqué et je ne l'oublie jamais parce que je suis là avec eux. Et on est ensemble dans cette Et même avec galère. les techniciens aussi, parce que Et avec les parce qu'on techniciens, parle là évidemment. des acteurs Voilà. qui sont devant, Voilà. qu'on voit, mais il y a aussi les gens qu'on voit pas. Il n'y a pas des fois où tu regrettes de ne pas avoir été romancier finalement? Si. Il y a des fois où je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris d'écrire cette scène quand j'aurais pu écrire quelque chose d'autre, mais pourquoi t'as insisté Mais oui, non, c'est vrai que ça aurait été moins physique. Et en même temps, à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, là, on est en train de parler d'un crawl 2 et je suis très impatient de retourner dans l'eau. Alors que je sais que déjà la deuxième fois, c'était très compliqué. Et là, je me dis, non, il faut y retourner. Justement, c'est un peu cette réalité, cette réalité que tu pousses jusqu'à l'extrême et qui fait qu'on peut ressentir ce qu'elle ressent parce qu'on peut avoir l'idée de ce que c'est d'avoir la bouche très grand ouverte, mais jamais jusqu'à ce point-là. Ouais. Et voilà, cette scène-là est quand même assez hallucinante. Je me souviens très bien du moment où on a écrit cette scène, d'avoir vraiment d'imaginer en fait cette sensation et de le voir. Et à l'époque, bon, cet effet a été repris à plusieurs reprises depuis, mais au moment où on l'écrit, il y avait quelque chose où on avait l'impression de tenir une scène en fait qui allait vraiment être traumatique, qui allait être vraiment quelque chose qui allait rester après le film. Et quand on l'a tournée, c'était une scène qui était très compliquée à tourner parce qu'on faisait l'effet 2 fois, donc sur Amy Smart debout devant le miroir et dans la baignoire, et 2 techniques complètement différentes. Mais détaille-nous ça en 2 minutes parce que c'est vrai que mais ça valait le coup. Mais c'est une scène qui était extrêmement chronophage en effet, et c'est des scènes où on s'est battu, hein, parce qu'évidemment en termes de production, on vient de dire tu veux pas faire quelque chose de plus simple, de moins cher, qui prendra moins de temps de tournage. Et finalement, quand on voit ça, c'est vrai que cette scène-là, elle est iconique. Enfin, ouais, je pense que c'est une de celles qui reste dans ta filmographie, hein, même isolée du reste. Ouais, en fait, ils ont des prix aux États-Unis pour une chaîne de télé qui s'appelle Spike. Ils font les Spike Awards et ils ont parmi leurs prix, dans les prix, c'est pas très sérieux hein, comme cérémonie, mais ils ont la meilleure mort. Et je l'ai gagné, je crois, 3 fois. Wow, pour cette scène, ouais. pour le moteur du bateau qui arrache le visage avec les cheveux. Oui, très bien. Dans Piranha, et c'était dans la colline. C'était pourquoi je me souviens plus. C'était pourquoi. Je crois que c'est. Alors, ou c'est pour le drapeau. Ouais, c'était le drapeau, je pense. Il ressemble à quoi le prix? C'est une énorme pointe en métal. Ah oui, une espèce de pale. Ouais, voilà. Et alors, ce qui est intéressant dans tes films, c'est que les femmes, ils sont tout à fait à l'honneur et elles ne sont pas montrées comme des potiches. C'est quelque chose qui te tient à cœur? Alors, oui, même si souvent j'ai entendu et on m'a fait le reproche de faire partie. Je pense qu'il y a malheureusement une grande partie du genre qui a une approche très Hitchcockienne, on va dire, du traitement des genres. Et moi, j'essaye autant que possible. En tout cas, j'essaye même pas parce que ça vient instinctivement de ne pas aller dans cette direction. Mais c'est compliqué. Quand on fait Crawl et que je vois des producteurs exécutifs du studio ou des producteurs qui commencent à vouloir nécessairement sexualiser Kaya, à se dire mais pourquoi elle porte pas un débardeur, pourquoi elle est pas comme ça, pourquoi c'est difficile d'expliquer des évidences mais pourquoi il faudrait la sexualiser, pourquoi il faudrait en faire une sorte de bimbo de bimbo Michael Bay, c'est pas le
comment dire, on n'est pas là pour ça, on est là pour être avec ce personnage. Moi, quand j'ai lu le script, la première fois que je l'ai reçu, j'étais avec elle. J'ai eu envie d'aller sauver mon père qui répondait pas au téléphone, et ça n'avait rien à voir avec... Oui, tu ne te voyais pas en débardeur. Voilà, exactement. Donc bon, après, ça se discute, hein, parce qu'évidemment, quand on regarde voilà, certaines dans La Colline ou dans Haute Tension, il y a quand même toujours ce côté où... Mais il y a quand même quelque chose qui est réel, c'est que la plupart des scripts que je reçois, ça reste quand même presque une sorte de systématique. C'est souvent des héroïnes, c'est souvent des jeunes femmes qui sont au centre d'un cauchemar qui va leur arriver. Et des fois, je me dis, c'est difficile d'aller voir un studio et de leur dire, bah, vous savez quoi, pour une fois, on va changer, on va mettre un mec, parce que ça pourrait être plus intéressant. Et c'est très difficile de faire tourner un petit peu les choses, de pas forcément avoir toujours cette ambivalence parce que ça va être une jeune femme ou une femme, ça va être à la fois, on est content qu'elle survive, mais en même temps, il y a quand même presque ce voyeurisme de voir face à la violence. Et donc c'est ça qui est un petit peu dérangeant, en tout cas qui me dérange dans pas mal de films que je peux voir aussi. Ça bouge pas? Ça bouge un peu, mais pas autant en fait. Ça reste quand même... il y a quand même une sorte d'ambiguïté sur le sujet. Et ça tient à quoi? Ça tient à des habitudes? Ça tient à l'idée que ça va me rapporter plus de sous si c'est... Alors ça tient, il y a toujours les mêmes arguments, c'est que des statistiques, que le film de genre c'est 60% un public féminin, en tout cas sur les États-Unis, qui va en salle. C'est évidemment des références, des classiques, que ce soit évidemment Clarisse ou Ripley ou toutes ces héroïnes qui sont voilà, les personnages les plus intéressants du cinéma. Donc c'est évidemment tout ça qui fait que c'est compliqué de revenir un petit peu en arrière ou d'essayer d'équilibrer un peu les choses. Oui, c'est marrant que ça évolue aussi peu. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre la France et les États-Unis par rapport à ça? Alors ça, je ne sais pas assez parce que je ne travaille pas assez en France. Aux États-Unis, je sais que ça commence vraiment à bouger. En tout cas, il y a de moins en moins de déséquilibre en fait, de ce côté un petit peu... on va passer un film à courir après une jeune femme en danger. Et en sous-vêtements, oui. Voilà. Mais en France, je ne sais pas, il n'y a pas tellement... je ne vois pas, je ne pourrais pas répondre. Alors finalement, on en revient au fait que tu es allé aux États-Unis. Tu es allé aux États-Unis parce que tu ne pouvais pas faire tes films en France. Personne ne te finançait pour ce que tu avais envie de faire. Parce que là, ça commence à dater, effectivement. Oui, alors, oui et non, mais en même temps, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'Haute Tension est terminé. Le film n'est pas encore sorti, donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Je ne suis pas à l'abri d'un échec similaire au premier. Voilà. Et la seule chose qu'on me propose, nous on a plein avec Greg, on a plein de scénarios prêts à partir dans le genre. Vraiment, on est continuité. Et la seule chose qu'on nous propose, c'est Luc Besson qui nous propose de faire Banlieue 13. Et donc, non mais, voilà, mais c'était comment dire, c'était pas ce qu'on voulait faire. Et une fois que le film est sorti, qu'il y a eu des bonnes critiques, c'est vraiment quand on l'a présenté aux États-Unis à Sundance et puis à Toronto et puis à Sundance où on s'est rendu compte que aux États-Unis, en fait, au-delà du fait qu'il y avait vraiment un public pour ce type de film, il y avait aussi une manière de faire qui faisait que ces films-là allaient trouver leur public partout, que ce soit au Japon, en Amérique du Sud ou en France. Il y avait vraiment des gens qui avaient envie de voir ce type d'histoire. Et en France, on ne savait pas, on n'avait pas envie de les faire, et donc voilà, c'était plutôt compliqué. Mais ça tient à quoi? C'est la grande question. Ouais, ça. Oui, non, mais à quoi ça tient? Pourquoi en France, il y a ce plafond de verre des 200 ou 300 000 entrées pour les films de genre? Qu'on ait une palme d'or, qu'on ait les meilleures critiques, qu'on ait tout ça, ça tape. Alors on se dit c'est la langue, mais en même temps, la plupart des films d'horreur qui cartonnent, les gens les voient en français.
les gens les voient en français, donc c'est pas la langue. Donc est-ce que c'est un a priori sur une manière de faire française qui n'est pas à la hauteur de ce que font les Américains? Est-ce que c'est une autre explication? J'ai du mal. Et souvent, j'essaye de me dire, non mais attends, ça y est, c'est le moment, on va réussir à se sortir un peu de cette malédiction et de faire des films qui vont retrouver un grand public, comme ça peut être le cas en Espagne ou ailleurs. Oui, parce que il fonctionne. D'un film comme Conjuring, ça cartonne. Non, il y a une appétence pour ce cinéma-là. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'un film d'horreur, que ce soit ça, Conjuring, Weapon, Évanoui, font des vrais cartons en France, mais dès que c'est un film français, ça a beaucoup de mal à dépasser les 200 000 entrées. Alors, quelle est la différence tu disais qu'il y avait une méthode aux États-Unis qui était différente. Comment tu la définirais? C'est une méthode de tournage, de distribution, les deux? C'est un peu de tout, même si je pense que chaque réalisateur a sa propre méthode et ses propres recettes, ses propres équipes. Parce que faire un film, c'est pas être seul, hein, c'est d'avoir une équipe autour de soi, d'avoir une famille autour de soi. C'est très important. Je pense que fondamentalement, il y a une notion aux États-Unis, en tout cas, de faire un film qui a une vocation quand même de divertissement. Mais si on respecte cette vocation, si on la comprend et qu'on l'accepte, là, on nous laisse une sorte de liberté artistique pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut et dire ce qu'on veut en sous-texte. Là où parfois en France, j'ai l'impression que le sous-texte va prendre le pas en premier et le divertissement va être plus en arrière-plan. C'est peut-être un petit peu ça, même si le cinéma américain, surtout de genre, est un cinéma d'auteur. Oui, absolument. C'est peut-être le seul qui reste, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment fait avec très peu de sous et souvent en liberté. Pas forcément, ça peut être fait avec beaucoup d'argent, mais ça reste un cinéma d'auteur. Il y a quelque chose quand même que les Américains respectent dans ce type de film, c'est qu'ils ont l'impression que le réalisateur qu'ils ont choisi doit savoir faire peur ou doit savoir interagir avec le public et qu'il faut le laisser faire. Et souvent, en fait, même s'ils ont les idées les plus dingues et les plus dangereuses possibles, les projections tests donnent raison à tous ces réalisateurs. Et ça permet justement de garder un contrôle artistique la plupart du temps sur ce type de film. Parce que finalement, le public suit les suggestions du réalisateur plus que celles du studio. Les cas sont nombreux et quand j'en parle avec d'autres amis réalisateurs, nos histoires de projection test, elles sont les plus absurdes les unes que les autres. Des suggestions sur des films, on se dit mais c'est pas possible, qui a pensé à ça? Comment on pourrait imaginer le film sans cet élément voilà, mais ça reste, grâce au public, une manière de garder un peu le contrôle, parce que le public, finalement, vient voir les films. Alors, c'est pas un public qui est choisi au hasard, hein, c'est un public à qui on dit « Est-ce que vous aimez ce type de film? Quel film vous avez vu récemment ?» Ils sont choisis aussi. Mais finalement, ils viennent comme nous, cinéastes. Ils viennent pour voir un film qu'ils ont envie de voir, avec une certaine anxiété et une envie, et donc il faut répondre et subvertir cette envie. On ne peut pas faire exactement on ne peut pas répéter le film qui est sorti la semaine d'avant. C'est pas tant, hein, c'est vraiment. Je pensais que c'était une science aussi précise, en fait. Alors c'est pas précis, mais il y a un ressenti général, et c'est souvent ce ressenti qui permet d'éviter la destruction des films. Comme quoi, il faut faire confiance au public. Hein, alors oui, souvent. Parfois. Oui, mais après, il y a des histoires. Il y a une projection test très connue de Terry Gilliam sur 12 Monkeys. 12 Monkeys, où personne ne comprenait le film. Personne ne comprenait le film. Et heureusement, Bruce Willis, qui avait le contrôle artistique sur ce film-là, a protégé la vision de Terry. Et sinon, le film aurait été un massacre. Alors, tu as travaillé aussi avec Netflix. Il y a une différence majeure de travailler avec les plateformes. Est-ce que c'est l'avenir pour des réalisateurs? Alors non, je ne pense pas que c'est l'avenir, mais c'est une partie de l'avenir.
Est-ce qu'il y a des films Netflix? Est-ce qu'il y a des films cinéma? Non, j'ai l'impression qu'on fait des films. Moi, je me souviens de lire, on en parlait au début, de lire des bouquins de Stephen King dans le bus et d'oublier que j'étais dans le bus. Donc, c'est pas la taille de l'écran qui compte, c'est la qualité de l'écriture, la qualité de la mise en scène. Après, c'est vrai que ça fait un petit peu mal quand on est dans le train et qu'on voit des gens regarder des films sur leur téléphone. Mais bon, voilà, le cinéma reste évidemment la destination, l'objectif, l'écran, ça reste vraiment voilà, ce qu'on vise. Mais si on peut faire certains films qu'on ne pourrait pas faire autrement avec Netflix, pourquoi pas? Voilà, je pense que ce soit Guillermo qui fait Frankenstein ou Catherine Bigelow. Voilà, je pense que évidemment, ils vont regretter de ne pas avoir une exploitation salle aussi importante qu'ils l'auraient eu d'habitude. Mais en même temps, ils ont eu exactement ce qu'ils voulaient pour faire le film qu'ils voulaient avec le contrôle artistique qu'ils voulaient. Alors je me fais un peu l'avocat du diable, parce qu'on en a parlé hier. Donc c'est plus facile maintenant de monter un film aux États-Unis que jamais, puisqu'il y a les plateformes, il y a la salle, tout ça. C'est donc voilà, c'est un bonheur permanent. Tous tes projets se réalisent et. Voilà, ce serait tellement bien. Je serais pas là. Non, mais pas parce que c'est pas ça de pas être là. Ce serait bien. C'est que je serais en tournage. Voilà, non, c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des avantages, évidemment, et des grands inconvénients. Les grands inconvénients par rapport au système français, c'est qu'en France, quand on fait un film, quand on écrit un film ou qu'on écrit un scénario, qu'on développe une histoire, en général, on réussit à le faire, et après à le faire. Et en fait, on prépare un film, on le fait. On prépare un film, on le fait. Aux États-Unis, quand je suis arrivé début 2000, on m'avait expliqué, il va falloir t'attacher à plusieurs projets que tu vas écrire, que tu vas développer. Et sur 4 ou 5 projets que tu vas développer, il y en a un qui va se faire. Avec les années, ce chiffre, pas que pour moi, hein, pour tout le monde, est passé pour 5 projets, on est sur 10 projets que tu développes, il y en a un qui va se faire. Et ces 10 projets sur lesquels tu t'es investi corps et âme, c'est vraiment un projet sur lequel il faut être prêt à le faire. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu aimes, c'est une histoire que tu as envie de voir, que tu as envie de... Et finalement, la pile de film en film ne fait qu'augmenter de tous ces films qui se font pas. Donc ça reste assez frustrant et assez cruel parfois parce que il y a tous les films que j'ai faits et il y a tous les films que j'ai pas faits qui sont pour moi parfois tout aussi importants. Et tu les as pas choisis en fait. Il y en a qui. Voilà, c'est un alignement de planètes qui fait que tout d'un coup, celui-là, parce que il y a le casting, il y a le budget, il y a l'envie, il y a une sorte de conjoncture qui fait que c'est le film qui va partir, alors que les 5 autres qui devaient partir ne sont pas finalement se sont pas faits. Et au bout du compte, on essaye d'éviter de se dire, mais finalement, lequel je voulais vraiment faire. Parce que au départ, on se dit, si je m'engage, c'est que je veux vraiment le faire. Donc ça reste un peu, parfois un peu difficile. Et c'est valable pour tous les types de films, pas uniquement pour les Alors, films. c'est valable à peu près pour tous les types de films. Il y a beaucoup, beaucoup de réalisateurs dans d'autres genres, comme la comédie, qui ne sont pas nécessairement des scénaristes. Et donc, ils sont plus, tout d'un coup, qui débarquent sur un film qui va se faire. Dans le genre, il y a quand même une partie de développement où on écrit pendant longtemps, on développe, on cherche. Donc, il y a c'est peut-être plus particulier à ça quand même. Est-ce que tu penses là que le succès renouvelé du cinéma d'horreur avec les titres qu'on a cités tout à l'heure peut donner une impulsion bénéfique à tes films et au genre en général? Moi, je suis émerveillé, du moins émerveillé, c'est pas le mot. Je suis extrêmement heureux que le genre aille si bien aujourd'hui encore. En fait, quand on commence à faire des films, quand on revient un peu à ce cinéma-là au début 2000, on se dit combien de temps ça va durer, est-ce que ça va continuer à marcher? Et puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose qui était The Walking Dead et puis Game of Thrones, qui ont été des shows télé qui ont permis de démocratiser le genre, le gore et plein d'autres choses d'une manière extraordinaire qu'on ne mesure
que très peu. En fait, tout d'un coup, il y a une sorte de public qui s'est dit, finalement, c'est pas si terrible que ça. Et puis j'aime bien, en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse et j'aime les enjeux, j'aime vraiment avoir peur, Et ça a amené un nouveau public qui fait que ça ne cesse comme ça de continuer, voilà, la plupart des succès cette année et puis l'année d'avant sont des films de genre et ça continue, ça marche. Tu penses que les spectateurs sont plus aguerris, donc tu peux aller plus loin? Ou au contraire, est-ce qu'il y a quand même une limite? Et à ton avis, cette limite, c'est laquelle? Alors je pense qu'on peut aller plus loin, mais dans un certain cadre quand même. Je vois par exemple le cinéma des frères Philippou qui est vraiment génial, que ce soit Bring Her Back ou Talk to Me, où on sent quand même que leur radicalité fait que, par exemple sur Bring Her Back, ils n'arrivent pas à avoir le même impact qu'ils ont eu sur Talk to Me. Donc je pense qu'il y a quand même un tout petit peu un phénomène de niche, mais tant mieux, heureusement. Voilà, il faut que ça existe. Oui, parce que sinon on va tomber dans des espèces d'eau tiède de Voilà. films d'horreur manufacturés comme il y a déjà. Exactement. Et c'est cela qu'il faut combattre et qu'il faut faire disparaître. Et alors, tu fais quoi pour C'est quoi ton combat? Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, en fait, il y a des studios qui étaient connus pour ça, pour faire un peu du genre un peu industriel, les Screen Gems, et qui ont plus la main. En fait, ça marche plus. Ils n'arrivent pas, donc ils sont en train de changer en fait d'orientation pour aller vers des choses beaucoup plus au service de la vision de cinéastes, et c'est tant mieux. C'est en train de disparaître un petit peu ce côté, parce que ça marche pas. Les gens se font pas avoir. Est-ce que tu penses que la multiplication des supports, et là je ne parle pas des plateformes de streaming, je pense aussi à Internet où il y a une grande communauté de fiction horrifique, est-ce que tu penses que ça peut faire évoluer le genre de façon bénéfique et qu'il y a un avenir? Je pense que dès qu'on parle et dès qu'on échange dans des communautés sur la peur, sur ce qui fait peur, sur cette expérience commune de se confronter à nos propres cauchemars, on aide et on fait évoluer le genre en général, mais on s'aide aussi. L'horreur a une fonction psychologique, je pense, comme les contes pouvaient avoir une fonction très importante dans notre manière de nous émanciper de certaines peurs. Et alors, j'ai la question piège. Est-ce qu'il t'arrive, comme Wes Craven, de regretter d'être, je ne vais pas dire piégé, mais d'être un réalisateur considéré comme un cinéaste de films d'horreur, en fait? Non, parce que je suis vraiment très heureux de tous ces projets sur lesquels je travaille. Et j'aime vraiment j'aime ce type de cinéma, j'aime faire ce type de cinéma. J'ai l'impression que ces films sont très différents, que Mirrors n'a rien à voir avec Crawl, que Oxygène n'a rien à voir avec Horns, que c'est vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression de faire des films très différents. Si je me retrouvais à faire la même chose, et c'est vrai que j'ai eu à un moment donné, après Crawl, beaucoup de projets qui sont arrivés, où j'ai eu l'impression que j'étais un peu le gardien du zoo. Et donc il fallait faire des films, des survival avec des animaux, et j'en ai développé beaucoup. Et là, j'ai eu l'impression, je me dis, là, je vais me retrouver un petit peu piégé là-dedans. Mais sinon, non, j'ai toujours le même plaisir. Donc là, celle-là, tu changes totalement. La France, les fleurs du mal. Oui, alors mais qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, dis-nous tout. Non, j'aimerais, je ne peux pas tout dire. C'est un projet que je développe depuis quelques années maintenant, qui est basé sur les années tumultueuses de Baudelaire au moment où il écrit Les Fleurs du Mal, avec beaucoup de drogue et beaucoup de visions, d'hallucinations, de démons et de beaucoup d'autres choses. C'est un film qui est compliqué à monter. Je ne sais pas si ce sera maintenant, si ce sera l'année prochaine, si ce sera... voilà, mais c'est une des histoires que j'aimerais raconter, et elle peut se raconter qu'en français. Bon, du coup, je crois qu'on va tout doucement arriver vers la fin de cette rencontre, avant la présentation d'Haute Tension. Je crois qu'on peut remercier chaleureusement Alexandre et Caroline pour ce moment de cinéma. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.